Et il y a quelques années, j'ai entendu en France une parole qui disait « Le racisme n'est pas une opinion, mais un délit ». C'est une horreur, cette phrase est horrible pour moi. Bien sûr que le racisme est une opinion, c'est pas un délit. Bien sûr que le racisme est une opinion. C'est une opinion débile, c'est une opinion qui n'a pas de sens, c'est une opinion que ceux qui la tiennent, ils sont complètement ignorants, mais c'est pas un délit. On va pas commencer à dire aux gens ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas dire. Ça veut dire être paternaliste avec eux. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. À mes côtés cette semaine, Jack Le Fou, un athée militant, féroce critique de l'islam. Il est à la rhétorique, au débat, ce que Georges Saint-Pierre est probablement aux arts martiaux mixtes, un féroce adversaire. Jack Le Fou est aussi un phénomène sur les réseaux et YouTube, particulièrement depuis la dernière année. Il est apparu sur mon écran radar l'été dernier. J'ai été tout de suite fasciné. Je dois par ailleurs ajouter que j'ai mis beaucoup de temps, nous avons mis beaucoup de temps à le convaincre à venir nous retrouver au microphone. C'est un vrai plaisir que de vous avoir avec nous, Jack Le Fou. Merci beaucoup, c'est un plaisir réciproque. Bienvenue à bord. Merci pour l'invitation et c'est pas parce que j'hésitais à venir que j'ai tardé à venir. C'est parce que je recevais beaucoup de sollicitations. Et ben ça s'est mélangé. Donc, d'ailleurs, c'est moi qui suis revenu vers vous. Ouais. Vous gérez le succès, c'est un beau problème. Je gère comme je peux. Mais à ce jour, c'est vrai que les choses, on peut le dire, se sont accélérées pour vous. Oui, effectivement, parce que ça fait un bon moment que je fais ce que je fais sur les réseaux. D'ailleurs, même le pseudo lui-même, Jack Le Fou, je l'utilise depuis 20 ans, 25 ans. C'est toujours le même. Ma présence sur les réseaux, elle a toujours été Jack Le Fou. Et ça fait depuis que je suis arrivé au Québec, un petit peu avant la pandémie, et que j'ai décidé de me lancer justement pendant la période de la pandémie où je me suis retrouvé coincé chez moi comme tout être humain sur la planète, je pense. Donc je me suis vraiment lancé sur les débats de manière quotidienne, vraiment quotidienne, plusieurs heures par jour, sur une application qui s'appelait, à l'époque, elle s'appelait Clubhouse, donc où je retrouvais mes anciens concitoyens algériens et je débattais de politique, mais surtout de religion. Ce que certains diraient que ça revient au même. Voilà, débattre de politique en Algérie revient. C'est systématiquement ramené à des enjeux religieux? En fait, moi, mon axe de militance, c'est vraiment la défense des droits et libertés individuels, les droits et libertés collectifs, et le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Donc là, je viens de vous citer les 3 principes de la démocratie. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ces 3 principes concrétisés dans un pays, il n'y a pas de démocratie. Donc je militais pour la démocratie. Et je me suis très, très, très rapidement rendu compte que militer pour ces valeurs-là, en Algérie ou dans un pays qui ressemble, c'est-à-dire dans son côté islamique, revient directement à débattre de la religion. Parce que le premier obstacle, si je peux m'exprimer ainsi, le premier obstacle à l'avènement ou à la concrétisation de ces valeurs-là dans la société, c'est l'autorité de la religion. Dans mon cas, la religion, c'est l'islam. Quel islam? L'islam sunnite. C'est vraiment l'obstacle numéro 1. Et vous faites toujours la distinction entre le chiisme et l'islam sunnite en disant « je suis, moi, capable de bien débattre de l'islam sunniste, qui est majoritaire du reste, mais vous ne vous aventurez pas dans des plates-bandes que vous connaissez moins ». En fait, c'est pour 2 raisons principales. La première raison, c'est ce que Étienne Klein a nommé, c'est pas lui qui l'a nommé, il a redonné, ou là, il a redoré ce terme-là, qui est l'ultra-crépédérianisme. Ça veut dire aller dans un domaine qu'on ne maîtrise pas et faire des affirmations. C'est la meilleure chose à faire si on veut se tromper. Et moi, je n'ai pas envie de me tromper. Donc, je me contente si je dois faire des affirmations ou débattre sur un sujet, que je le maîtrise quelque part et que j'ai une certaine connaissance. Donc, c'est pour ça que j'évite de débattre par rapport à l'islam chiite. Ça, c'est la raison numéro 1. Et bien, la raison numéro 2, c'est parce qu'il n'y a rien de chiite de l'islam que je connais ou qui exerce son autorité en Algérie.
J'allais dire parce que plusieurs fois, je vous ai entendu, même si vous n'avez pas beaucoup donné d'entretien, mais les quelques fois où vous l'avez fait, répéter « Je n'aime pas me tromper, je ne veux pas me tromper quand je débat ». Je reviens à cette idée que c'est un sport de combat, peut-être que débattre, au même titre qu'un guerrier, j'imagine, ne veut pas faire le faux mouvement parce qu'il peut en prendre plein la gueule. Alors, c'est parce que vous voulez vous protéger ou il y a une part d'orgueil aussi quand on livre ce genre de combat? C'est ni l'un ni l'autre. Vraiment, ni l'un ni Je l'autre. vous écoute. Ouais. En fait, je crois que c'est naturel. C'est parce que la cause que je défends vaut la peine qu'on ne commette pas d'erreur. D'être impeccable. D'être vraiment impeccable et irréprochable, je dois dire. Parce que la cause que je défends, c'est vraiment les valeurs humanistes, les droits de l'homme pour mes concitoyens algériens en priorité, mais bien sûr que ce que je fais a une dimension universelle. Je pense la preuve, je suis là à débattre, pas à débattre, mais à discuter avec vous. Ça prouve que ça a une dimension quand même plus que locale, donc universelle, c'est-à-dire les droits de l'homme et compagnie. Et donc cette cause-là, au nom de cette cause-là, j'ai pas envie de faire d'erreurs ou de commettre des imperfections ou quoi que ce soit, parce que j'ai peur que ça retombe sur la cause elle-même. Et que ça disqualifie la cause. Et que ça disqualifie la cause, exactement. Et en plus de ça, c'est comme, je crois que Aristote qui disait la vertu du bien, ça veut dire quand on identifie un comportement souhaitable, c'est-à-dire on sait que ce comportement-là est bien, il est souhaitable, on l'adopte, même si au début c'est difficile, on se force, et au bout d'un moment, ça va devenir naturel, ça va faire partie de nous. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. C'est-à-dire je savais que l'ultra-crépédérianisme, c'était pas bien. Aller débattre et faire des erreurs, c'était pas bien. Valait mieux, par exemple, être précis dans les mots. Par exemple, pourquoi je dis l'islam sunnite à chaque fois? Parce que j'en ai marre, moi, d'entendre les gens qui disent l'islam, il s'arrête. C'est flou. Ils disent l'islamisme, il s'arrête. C'est flou. C'est comme dire le monde arabe, ça n'existe pas. Moi, je ne dis pas le monde arabe. Mais c'est ce que je vous dis. C'est exactement le même genre de réduction de généralité qui fait qu'on ne se comprend pas quand on discute. Exactement. Parce que l'une des genèses des quiproquos, des malcompréhensions entre les gens, c'est justement qu'ils zappent l'étape de définition. Définition, fixer. Voilà, définition, ça veut dire fixer. Fixer le concept ou fixer le sens. Même en arabe, on le dit. Dhabt al-mustalahat, c'est-à-dire on fixe. Si on zappe cette étape-là, je crois que je ne sais pas si c'est apocryphe ou pas, mais Albert Camus disait mal nommer les choses dans ce monde, c'est ajouter à son malheur, au malheur du monde. Et moi, je pense que c'est totalement vrai. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien définir les choses. Et c'est pour ça que je dis l'islam sunnite. Et je répète, peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est, mais l'islam sunnite, c'est l'islam de 85 à 90% des musulmans dans le monde. C'est pas un islam minoritaire ou sporadique, non, c'est l'islam plus que majoritaire. C'est jusqu'à 90% des musulmans dans le monde, c'est des musulmans sunnites. Et l'islam sunnite, il a une méthodologie, il a une charia. Et c'est cette charia-là que moi, je débat de cette charia-là. Parce que les musulmans sunnites, quand ils veulent défendre, parce que c'est pas toujours le cas, quand ils veulent défendre leur islam sunnite, ils défendent cette charia, qui a comme source le Coran, donc le Coran. La deuxième source, c'est ce qu'on appelle les hadiths, ou la sira, donc ou la sunna, c'est-à-dire ce que le prophète a fait. Les paroles du prophète? En fait, les paroles, les actes et les décisions du prophète. Ça s'appelle la sira, ou plus ou moins hadith, on va dire. Hadith authentique. Hadith veut dire parole. Et la troisième source, c'est ce qu'on appelle le consensus, c'est-à-dire le consensus des 4 écoles de l'islam sunnite. Et la quatrième source, c'est ce qu'on appelle l'analogie, al-qiyas en langue arabe. Et je débat de ça. C'est-à-dire à chaque fois, je suis précis le plus possible. Précis parce que vous livrez un combat politique. Et c'est là que vous dites « je dois être impeccable parce que la cause le mérite ». Si vous aviez à le définir, ce combat politique, peut-être pour des gens qui vous découvrent, ou même pour ceux qui vous connaissent bien, vous fréquentent, quel est-il? Je dirais que c'est des valeurs. C'est des valeurs qui sont, pour moi, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je vois les choses, c'est des valeurs de gauche, tout simplement. Je me considère pas vraiment quelqu'un de droite.
Donc Mais on vous droitise, par contre, ou on vous extrême droitise en Europe et en France très particulièrement. Vous en êtes conscient. On essaye, mais pour le moment, ça marche pas. Parce que c'est un peu difficile quand même. On essaie de me droitiser, on essaie de me dire que je suis raciste, on essaie de me dire que je suis islamophobe, on essaie de enfin, plus vraiment maintenant, parce que j'ai des réponses à ça. Et en plus, c'est difficile. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aller dire à un Algérien qu'il est raciste, c'est plus compliqué que de le dire à un, je sais pas moi, un Européen blond aux yeux bleus. C'est pas pareil. C'est compliqué que les gens vous suivent dans cette voie. Lui dire qu'il est raciste ou qu'il est islamophobe. Moi, ce terme-là, islamophobe, je ne le connaissais pas. Mais c'est des étiquettes qui permettent de faire taire. Exactement. Et de ne même plus débattre. Exactement. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur du débat. Si on décide que vous êtes raciste, ben, de toute façon, vous n'êtes pas fréquentable. En fait, c'est ça. Le but, c'est ne pas de contredire ce que vous dites, mais le but, c'est de rendre ce que vous dites inaudible. Vous invisibilisez. Voilà, ce que vous dites est inaudible parce que si vous êtes raciste, si vous êtes islamophobe, avec toute la connotation négative qui va avec ces termes-là, ça veut dire quelque part, vous n'êtes pas quelqu'un de sain d'esprit. Donc pourquoi est-ce qu'on va vous écouter et pourquoi on va accorder du crédit à ce que vous dites si vous n'êtes pas sain d'esprit? Et pourquoi vous n'êtes pas sain d'esprit? Parce que vous êtes raciste, parce que vous êtes islamophobe. Et moi, ça m'est déjà arrivé qu'on m'accuse de ces termes-là. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, la première fois qu'on m'a accusé d'islamophobe, c'était ici, au Québec, une semaine après mon arrivée. Parce que j'ai critiqué l'islam. Alors que ça faisait des années en Algérie, je critiquais l'islam, personne ne m'avait traité d'islamophobe en Algérie. Mais ça dit quelque chose de notre extraordinaire insécurité, je pense. Dans quel sens? Dans le sens où on va très rapidement craindre la parole de quelqu'un qui, en toute conscience, pourrait critiquer comme vous le faites, et ce qu'on va associer, nous, à de l'islamophobie. Et on a tellement peur d'être catalogué dans le camp des racistes. Je crois qu'il y a une prophylaxie. On ne prend aucune chance. Immédiatement, on prend nos distances et on dit « Mais non, j'écouterai pas. Tu es islamophobe. » Je ne sais pas si ça fait sens, mais c'est comme ça que je le décode. En fait, j'ai très bien compris ça. C'est comme si on avait peur d'être contaminé, tout simplement. Ouais, je comprends ça. Ouais. Et l'ironie, évidemment, c'est de dire ça à un Algérien fraîchement débarqué. Oui, en fait, mais je dirais merci à cette personne qui m'avait traité d'islamophobe au Québec, parce qu'elle m'a permis quand même de comprendre des choses. Et de vous vacciner peut-être un peu aussi pour la suite des choses. Non, j'avais pas vraiment besoin d'être vacciné. Pas vraiment. En fait, elle m'a surtout permis de comprendre que cette même personne, si elle était algérienne, ici on était en Algérie, elle m'aurait pas traité d'islamophobe. Elle m'aurait traité de mécréant. Elle m'aurait traité de kafir. Elle m'aurait traité de mulhid. Donc en gros, le mot qui est consacré en arabe pour dire athée. Alors que ça veut pas vraiment dire ça. Mulhid, ça veut dire déviant. Et c'est le mot consacré pour dire athée. Elle m'aurait traité de cela. Et justement, dans le même but. Parce que si tu traites quelqu'un de déviant, de mécréant dans une société qui a majorité croyante, où cette religion représente une autorité, tu arrives au même résultat. Tu vas discréditer ce qu'elle dit. Cette personne n'est pas saine d'esprit. Donc ce qu'elle dit ne vaut pas la peine d'être écouté. De la même façon qu'en Occident, on traite quelqu'un d'islamophobe ou de raciste. Donc cette personne n'est pas saine d'esprit. Et ce qu'elle dit ne vaut pas la peine d'être écouté. Ça ne veut pas dire que c'est toujours faux. Parfois, il y a des gens qui traitent d'autres personnes de racistes. Parfois, c'est justifié. Parfois, c'est justifié. Parfois, quand on traite de quelqu'un d'islamophobe, quand on va définir les mots, parce qu'encore une fois, on va zapper cette étape-là. On est d'accord, parce que veut dire islamophobe aujourd'hui? Est-ce qu'on en a contre la religion? Est-ce qu'on en a contre le fait? Parce qu'on va traiter d'islamophobe, ou on va dire de quelqu'un qu'il est islamophobe, alors qu'il est peut-être anti-musulman. Oui, en fait... il y a une distinction à faire. En fait, il y a une distinction à faire. En fait, c'est plus profond que ça, parce que le sens des mots, c'est un consensus entre tout le monde. Une majorité de gens se concluent un accord quelque part pour dire voilà le sens des mots. C'est comme ça que ça marche. Oui, c'est tacite, l'accord. Oui, il est tacite. Après, il est vraiment confirmé avec, je sais pas moi, une académie ou un dictionnaire ou quoi que ce soit. Mais d'abord, c'est les gens qui définissent. Et donc là, si je tâte le terrain comme ça dans l'air, c'est quoi l'islamophobie?
c'est la haine ou la peur de l'islam et des musulmans. Donc il y a toujours l'islam et les musulmans. Ce qui est bizarre, parce qu'on associe deux choses qui ne sont pas la même chose. L'islam, c'est une religion, donc c'est des textes, et les musulmans, c'est des personnes. En plus, c'est un groupe de personnes, par définition, qui est composé de millions, peut-être même de milliards de personnes, donc hétérogène. C'est-à-dire, comment on peut avoir peur, une haine de l'islam et des musulmans, parce qu'on dit, par exemple, Allah dans le Coran dit, ou le prophète Mahomet a fait, il y a comme une volonté d'amalgamer les choses, c'est-à-dire amalgamer ou rendre flou ou confus le fait que l'islam et les musulmans, c'est la même chose. Alors que ça ne peut pas être la même chose. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça peut être associé, mais ce n'est pas la même chose. En fait, ça peut être associé dans un contexte bien précis. Mais quand on parle de l'islam, on ne parle pas des musulmans. C'est-à-dire quelqu'un qui, disons, qui plus que critique, il insulte l'islam. Est-ce que ça veut dire qu'il insulte les musulmans? Qui critique l'islam, ça veut dire qu'il critique les musulmans? Mais si on fait ça... On pourrait dire d'un marxiste à ce moment-là qu'il est... c'est exactement l'exemple que j'allais dire. J'allais dire ça. C'est-à-dire que quand on va critiquer, je ne sais pas, le communisme, quand on va critiquer le marxisme, le capitalisme, on va critiquer Adam Smith, on va critiquer plein de choses. Ça veut dire que c'est les gens qui vont croire à cette idée, eux aussi, ils sont insultés. Donc, on est marxistophobe ou... Je suis entièrement d'accord et on se perd. Donc, par extension, est-ce qu'on est raciste anti-chinois si on est anticommuniste, par exemple? Oui, ou je ne sais pas, si on n'aime pas, si on n'aime pas Staline. Ce qui est tout à fait possible. Ce qui est tout à fait préférable, souhaitable. Ça veut dire qu'on déteste les Russes. Voilà. Et cette confusion, elle est volontaire. Vraiment, elle est... Pour le coup, je pense qu'elle est... Je ne vais pas attribuer aux gens une volonté malhonnête, mais je pense qu'elle est volontaire dans le sens où ça rend les choses beaucoup plus faciles pour militer pour la non-critique de sa religion. Ça rend les choses plus difficiles pour eux. Donc ils utilisent ça. Je dirais que c'est de bonne guerre. C'est à nous, en face, de réagir, encore une fois, de manière irréprochable, de manière impeccable, pour instaurer un climat où les mots sont définis. C'est-à-dire, moi, quand on m'insulte ou qu'on m'invective d'islamophobe, par exemple dans mes débats, ça arrive de temps en temps, j'arrête et je lui dis, donc c'est une mauvaise chose d'être islamophobe? Il me dit oui. Je lui dis, donc si c'est une mauvaise chose, je dois changer, je ne dois plus l'être. Il me dit oui. Je lui dis, alors définis-moi l'islamophobie, comme ça je ne vais plus adopter ce comportement. Et vous pouvez vérifier sur ma chaîne YouTube, mais à 95% du temps, la discussion s'arrête ici. Oui, parce qu'on ne sait pas définir l'islamophobie. Exactement. Il ne peut pas définir l'islamophobie comme il l'a instauré avant. Ça veut dire quelque chose, un comportement qui est mauvais et qu'on doit cesser. Mais Jack Le Fou, je suis tenté de vous dire que le mot autour duquel on tourne peut-être, c'est la paresse. C'est-à-dire qu'on est sciemment paresseux. On choisit de ne pas faire l'effort de définir les termes de l'équation parce que c'est beaucoup plus simple de généraliser. Parce que, je vous ai dit, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire, si vous voulez défendre une cause et qu'il y a des outils à votre disposition qui vous permettent de défendre cette cause, et que les gens en face, qui ne sont pas d'accord avec votre cause, ne font rien. Ils vous laissent agir de manière impunie, complètement. Ben oui, ils vont et vous allez utiliser ces outils-là. Donc, c'est exactement ça. Donc, les gens qui veulent, par exemple, revenir sur la liberté d'expression, pour interdire aux gens de se moquer ou de caricaturer ou d'insulter leurs prophètes, c'est ce qu'ils veulent, parce que c'est leur croyance. Et moi, ça ne me dérange pas, c'est leur droit. Leur croyance leur dit, il ne faut pas se moquer de leurs prophètes. Ben, qu'ils l'appliquent pour eux. Mais eux, ils veulent l'appliquer pour tout le monde. Chose qui peut se comprendre quelque part parce qu'ils pensent que l'islam est parfait, qu'il doit s'appliquer. Et pour ce faire, ils trouvent des outils comme islamophobie, comme raciste, ben, ils l'utilisent. C'est à nous en face de prendre nos responsabilités. Et moi, je pense que c'est là où j'ai un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer parce que ça fait des années que je m'exerce pour avoir un rôle à jouer. Et en plus de ça, du fait que je sois algérien. C'est-à-dire que ça rend les choses un petit peu plus difficiles. Vous avez parlé tout à l'heure d'Albert Camus. Oui. C'est une toute petite parenthèse que je vais ouvrir et fermer. Il avait cette expression pour parler de ce qui l'animait quand il était en France. Il était nostalgérique. Est-ce que vous l'êtes à l'occasion? Nostalgérique au sens camusien du terme. Ben, il y avait une nostalgie qui était celle, évidemment, de l'Algérie. Non, parce que je connais très bien Camus, je l'ai lu, relu, relu.
que ce soit ses livres ou ses interviews. Non, je n'ai pas la même vision qu'il avait. C'est-à-dire, en disant lui... Pas de nostalgie, donc, pour vous? Lui, comme il le disait, moi, je ne l'ai pas. Mais j'ai autre chose. Parce que moi, quand j'ai quitté l'Algérie, c'était vraiment une décision très difficile à prendre. C'est-à-dire, toute ma famille est au Québec. J'étais le dernier, vraiment, à faire de la résistance. J'allais dire résister. Oui, c'est ce que j'allais à faire de la résistance en Algérie. Mais au bout d'un moment, j'ai décidé que je devais partir. Et c'était très difficile. C'était tellement difficile que c'était comme un abandon. C'est-à-dire, j'ai abandonné derrière moi quelque chose que je ne voulais plus revoir. Donc l'Algérie. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est depuis que je n'habite plus l'Algérie que l'Algérie m'habite. Mm-hmm. Mais vraiment, je me suis rendu compte de ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis très rapidement retrouvé à débattre avec mes concitoyens sur cette application. Et quand je dis débattre, peut-être les gens ne se rendent pas compte, mais c'était tous les jours. Et de 6 à 8 heures par jour, tous les jours, même les week-ends, pendant presque 3 ans. Tous les jours. Et tous les jours, le même sujet. Comme un sportif va au gym. Comme un sportif... qui s'entraîne, qui monte qui exagère. C'est-à-dire, même un sportif, je ne pense pas qu'il aurait fait ce que je fais. D'ailleurs, je ne sais pas si elle va écouter ou pas, mais je salue ma femme qui a dû subir ça. Elle m'a vraiment supporté pendant cette période. Elle comprenait ce que vous faisiez à ce moment-là, parce que c'est vrai que de s'abstraire de sa famille pendant 6 à 8 heures pour aller débattre, ça pourrait presque donner l'impression à sa famille qu'on ne s'intéresse pas à elle. C'est une question un peu personnelle, mais je vois ce que vous voulez dire. En fait, il n'y avait pas d'abstraction dans le fait où ce que je faisais était public. Ouais. Et donc, ma femme, ou les autres membres de ma famille, mais surtout ma femme, elle avait la capacité. Et d'ailleurs, elle le faisait, elle écoutait les débats. C'est-à-dire, c'était l'une de mes plus grandes fans, on va dire ça. C'est-à-dire, elle suivait les débats, elle suivait les lives, et ça lui plaisait. Parce que... Donc, il y avait une complicité. On est mariés, j'espère au moins qu'il y a une complicité. Mais dans ce projet, parce qu'on peut être marié et ne pas avoir de complicité en tout, et quand c'est aussi dévorant que ça le devient clairement. Disons en moyenne, ça tend vers la complicité. C'est sûr qu'il y a des hauts il y a parfois où j'ai exagéré. Par exemple, je sais pas, on avait un rendez-vous, j'ai complètement oublié parce que j'étais en immersion complète. Mais c'est super chouette que de converser avec vous parce qu'effectivement, le mot choisi est de l'importance et vous ne rebondirez pas sur la mauvaise définition du mot choisi. Donc, il y a un plaisir et une exigence qui est tonique, disons les choses comme ça. Mais je reviens à ce parcours biographique. Vous dites, vous êtes aujourd'hui habité par l'Algérie après avoir fait la promesse de ne plus jamais y retourner. Est-ce que c'est ce que j'ai compris entre les lignes? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si je devais... En fait, si j'avais pris la décision de quitter l'Algérie, c'est pour ne plus y revenir. Mais effectivement, c'est exactement ce que j'ai fait. Je ne pense pas du tout y revenir un jour. Je suis à 100% québécois, on va dire ça là. Vraiment, en plus, je me sens très, très bien ici au Québec. Je raconte cette anecdote, mais je ne sais pas si les gens vont comprendre, mais je vais essayer avec mes mots pour rendre les choses audibles et claires. En fait, quand je suis arrivé à l'aéroport au Québec, donc quand je suis descendu de l'avion, dès que j'ai mis mon pied je suis passé sur le tarmac ou pas, que j'ai vu le drapeau, il y avait les deux drapeaux, donc le drapeau québécois et le drapeau canadien, physiquement, j'ai senti un poids sur mes épaules qui a disparu. Je l'ai senti. Je sais, je suis pas dans la mystique ou quoi que ce soit, mais c'est une façon de voir les choses. Mais je ne l'entends pas comme ça. C'est-à-dire? J'entends parfaitement ce que vous dites, c'est-à-dire que ça ne relève pas de la mystique. Je crois qu'il est possible, dans des moments clés de notre vie, de vivre peut-être un soulagement, mais une expérience. Exact. J'ai fait une respiration qui m'a soulagé d'un poids énorme sur les épaules. Et je me suis rendu compte que ce poids-là, c'était tout simplement la liberté. Et j'étais bien en Algérie, c'est-à-dire matériellement parlant, en termes de confort, j'étais même très bien. La situation était bien, tout ce que vous voulez.
Mais finalement, il me manquait un truc qui était essentiel et je ne m'étais pas vraiment rendu compte. C'était la capacité de dire ce que je voulais, tout simplement, et comme je le voulais, et quand je le voulais. C'était pas le cas en Algérie. Et avoir cette capacité-là, même si, c'est-à-dire le Québec ou le Canada, quand je suis arrivé les premières secondes, ils ne m'avaient pas encore donné cette preuve que c'était le cas. Mais j'ai senti que c'était le cas. C'est bon. Je suis arrivé dans un pays qui va respecter mes droits en tant qu'être humain et respecter ma dignité. Ce qui n'était pas le cas en Algérie, malheureusement. Est-ce que vous mesuriez, avant cette respiration, au premier pas sur le tarmac ou le sol canadien, est-ce que vous mesuriez la contrainte qui était la vôtre? Parce que j'imagine qu'on s'habitue progressivement. On s'y habitue. Et on ne se rend plus tellement compte Oui. de ce que notre marge de manœuvre n'est plus celle qu'on a déjà eue. En fait, on ressent une frustration. On essaye de l'identifier. On essaye de déceler la genèse de cette frustration. On y arrive un petit peu. Mais quand on a le contraste, c'est là où on peut vraiment définir les choses. Et d'ailleurs, ça m'a aidé dans mes débats, ce contraste que j'ai eu. C'est-à-dire comment je vivais, comment je devais parler en Algérie, comment je vis et comment je peux parler au Canada. Et c'est parce que j'adore j'adore ma vie au Canada que j'ai envie que mes concitoyens algériens vivent la même chose en Algérie. Est-ce que je peux faire l'hypothèse que vous n'auriez jamais été le débatteur que vous avez pu être virtuellement en Algérie, à distance, sans avoir été ici, justement, libéré du poids que vous sentiez là-bas? On ne saura jamais. Je pense que ce genre de questions, je peux spéculer, mais on ne pourra jamais le savoir. Vous pensez que vous auriez eu cette force, cette envie et cette capacité à débattre sans réserve si vous étiez resté physiquement en Algérie? On ne m'avait jamais posé cette question, donc il faut que je prenne quelques secondes pour y réfléchir. Mais on peut y revenir aussi. Ouais. C'est pas une science exacte que l'entrevue. Je pense pas. Pour répondre à votre question, je pense pas. Je pense que j'aurais été autre chose. Moins bien ou mieux, je ne sais pas, mais je pense pas que ça aurait été la même chose. Parce que moi, je pense que ce qui arrive dans la vie, ou ce qui nous arrive dans la vie, est en grande partie dû à des choses qu'on ne contrôle absolument pas. Les gens appellent ça le hasard ou la chance, appelez ça comme vous voulez, mais c'est des rencontres, c'est un livre au bon moment, c'est une discussion à un certain endroit, c'est un documentaire au bon moment, ce que vous avez raconté déjà dans le passé, une image qui cartonne pour vous. Voilà. Et quelqu'un qui, dans une manifestation, dit « Et puis? » Et alors? Oui, alors? Et alors? Il ne faut pas changer les mots. J'aime pas les blasphèmes. J'étais en train de rafraîchir ma mémoire parce que ce « et alors », vous l'avez déjà dit, donc pour ceux qui vous connaissent bien, ça ne sera pas une surprise, mais pour ceux qui vous découvrent, à la faveur d'un documentaire sur l'Algérie, quelqu'un qui... Un documentaire qui s'appelle « Algérie, l'autopsie d'une tragédie ». C'est un documentaire français de, je crois, début des années 2000, diffusé sur France 2 ou France 3, qui traite de l'histoire de l'Algérie de 1988 jusqu'à 2000. Donc 12 ans d'enchaînement d'événements. C'est ce qu'on appelle la décennie noire? Oui, c'est ce qu'on appelle la guerre civile ou la décennie noire, c'est-à-dire entre 92 et 2002. Mais le documentaire traite de 88, vraiment au début, parce qu'il y avait des événements du 5 octobre 88 qui ont déclenché tout le reste. Et j'ai quelques souvenirs de ces événements-là, moi, de 5 octobre 88. Je regardais de mon balcon les manifestations, les voitures brûlées, plein de trucs. Et donc, ça a obligé le gouvernement algérien à ouvrir le champ politique en changeant la constitution. C'est-à-dire, il a ouvert ce qu'on appelle le multipartisme. Parce qu'il y avait un seul parti politique. Parce qu'il a ouvert la porte à plusieurs partis, plusieurs journaux, plusieurs tentatives. Parce qu'il y avait une certaine liberté d'expression à l'époque, entre, disons, 89 jusqu'à 91, 92. Ensuite, ça s'est refermé, et c'est là où les événements ont commencé, qu'on peut qualifier de début de la décennie noire, ou la guerre civile. Donc, le documentaire, je ne sais pas ce que je vais expliquer ça, parce que... Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est le moment où vous disiez, il y a des hasards dans nos vies, Exactement. Il y a des choses que nous ne contrôlons pas. Alors, on réagit à une chose et on aurait pu ne pas réagir à cette chose en d'autres circonstances. Vous, c'est un documentaire et quelqu'un qui est dans une manifestation, et vous pourrez replacer le décor. Puis je trouve ça intéressant, effectivement, comme formule, à l'argument d'autorité.
Exact. Et alors? Et alors, exactement. Ça pourrait être le mot ou la phrase qui me définit le mieux. C'est le et alors. C'est-à-dire quand on me dit, mais ce que tu dis va contre la parole d'Allah. Et alors? Mais ce que tu dis, tu blasphèmes le prophète. Et alors? Mais ce que tu dis peut toucher à la sensibilité des musulmans. Et alors? Donc à chaque fois, je dis vraiment, je le dis pas et alors, mais tout ce que je dis va dans ce sens-là. Et pour refaire le contexte exactement, en fait, c'est un jeune homme qui participe à une manifestation, je dirais féministe ou pour les droits des femmes, tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Elle n'existe pas. Je sais que c'est aberrant, mais en 2024, il y a un pays en Afrique du Nord où si vous êtes une femme ou un homme, vous n'avez pas les mêmes droits. Et c'est consacré par une loi qui s'appelle le Code de la famille, qui a été promulgué en 1984 et qui reprend mot à mot la charia islamique de l'islam sunnite. Donc quand tu prends la charia, c'est pas pour instaurer l'égalité ou les droits ou Non, c'est pas la meilleure des nouvelles pour une femme. Absolument pas, absolument pas. Donc comme toujours, ça tombe toujours sur les femmes. Donc les femmes ont fait une manifestation dans les rues d'Alger. Elles manifestaient vraiment, elles exprimaient leur frustration et tout. Et là, il y avait un cadre, je pense que c'est un cadre du FIS, donc le Front islamique du salut, le parti qui avait gagné les élections, qui ont été interrompues, qui ont lancé les événements de la décennie noire. Donc il était là, mais il leur disait, mais qu'est-ce que vous voulez, vous manifestez pour vos droits, l'Algérie va devenir islamique et on va appliquer la charia. On va s'occuper de vos droits. En gros, c'est ça. Et donc la femme, comme toujours dans une espèce de victimisation ou de soumission, je sais pas quoi, lui disait, mais pourquoi faire appliquer la charia que sur les femmes? Encore une fois, on n'est pas dans le militantisme comme moi je l'aime direct. Donc là, il lui disait, non, on va appliquer la charia sur les femmes et ensuite sur tout le monde. Et là, il y a un jeune homme, je dirais à sa dégaine qu'il était kabyle, parce qu'il a plus ou moins le même accent en français que moi. Il lui disait, oui, je suis là pour défendre les droits de ces femmes. Donc le cadre du fils lui disait, mais ça va à l'encontre de la parole d'Allah et du prophète. Il disait, alors? Et moi, la première fois que j'ai entendu ce « et alors », je crois que c'était en 2002, je me suis dit, bingo, c'est exactement ça qu'il faut imposer sur l'espace public et sur l'espace politique. Le « et alors ». Est-ce qu'il y aurait eu un « et alors » si votre environnement familial, la façon dont vous avez été élevé, aurait été différente? Parce que clairement, vous parlez souvent de la programmation quand il est question de religion. L'endoctrinement. L'endoctrinement, oui. Manifestement, vous n'avez pas été victime d'endoctrinement. Je pense que j'ai été victime de l'endoctrinement, comme tous les Algériens. Je ne pense pas qu'il y ait un Algérien qui pourrait affirmer haut et fort qu'il n'a pas été victime de l'endoctrinement. Mais c'est juste que, encore une fois, parfois il y a la chance. Moi, c'était mon cas, c'était des livres au bon moment, un documentaire au bon moment, une vidéo au bon moment, qui m'ont permis de ne pas être victime de l'endoctrinement. Et vos parents? Mes parents sont musulmans. Évidemment. Musulmans pratiquants. Pratiquants? Pratiquants, oui. Mais votre père, lui, était-il... Mon père est musulman pratiquant aussi. Oui. J'allais dire, mais inféodé à sa pratique, c'est-à-dire soumis. Si vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous ai dit, quand on parle musulman, on ne peut pas définir un groupe hétérogène avec un seul qualificatif. Moi, je pense que chaque musulman... Mais je parle de votre père, pas de tous les musulmans. Justement, j'y arrive. Vous allez comprendre le chemin que je prends. En fait, tous les musulmans ont une approche de leur islam à leur façon. Vraiment, à leur façon. Et moi, ça me dérange pas. D'ailleurs, ça me dérange absolument pas et je pense que c'est leur droit. Moi, ce qui me dérange, c'est quand il y a une autorité au haut qui leur dit « c'est ça que vous devez faire, c'est ça que vous devez suivre et c'est ça qu'il faut appliquer ». Et parfois, eux, humainement parlant, ils pensent le contraire, mais vu qu'on va exercer sur eux cette autorité, surtout avec la force de l'enfer et du tourment de la tombe et le fait de les exclure socialement ou peut-être avoir des répercussions sur leur vie, ils vont accepter de faire quelque chose ou d'aller contre nature.
Mais chaque musulman voit les choses comme ils sont. Ça veut dire, moi, par exemple, ma femme aussi, elle est musulmane pratiquante. Mon petit frère, il est musulman pratiquant. Mon père et ma mère sont des musulmans pratiquants. Mais les 4 personnes, je ne pourrais pas leur donner le même qualificatif parce qu'ils pratiquent le même islam. Chacun le vit comme il veut. Et moi, c'est ça que je veux. Je ne veux plus qu'il y ait une autorité qui va s'exercer sur le gens. Au-dessus. Oui, qui va vraiment... Je vous donne un exemple. D'ailleurs, je vais revenir... c'est pratiquement la même chose que le « et alors ». Quand les gens vont demander l'égalité entre les hommes et les femmes, donc c'est une lutte politique. On peut même qualifier ça de lutte féministe, au sens premier du terme. C'est-à-dire, les hommes et les femmes sont égaux en droit. Chose qui est consacrée depuis longtemps en Occident, mais c'est toujours pas le cas le cas en Algérie. C'est-à-dire, je parle même pas du rôle dans la société. Je parle des droits. On a les mêmes droits, les hommes et les femmes. Si on milite en Algérie pour ça, il suffit juste que quelqu'un nous dise mais ça va à l'encontre de la parole d'Allah et la parole du prophète. Parce que Allah a dit dans le Coran « Inna ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa » Les hommes ont autorité sur les femmes. C'est fini, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. C'est-à-dire la personne, elle a fait appel à une autorité religieuse pour réprimer une volonté, une aspiration démocratique qui est l'égalité. Elle a fait appel à cette autorité religieuse dans un pays où cette religion est une autorité. Si la même chose se passe ici au Canada ou en France, si quelqu'un dit « je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes » et quelqu'un lui dit « mais Jésus a dit que l'homme a autorité sur la femme », tout le monde va le prendre pour quelqu'un d'où tu débarques. Tu viens d'où, toi? Donc, je finis juste cette fois. Parce que là, le contexte a changé. Pourtant, c'est la même chose. C'est la religion, c'est quelqu'un qui fait appel à une autorité religieuse. C'est juste qu'il fait appel à une autorité religieuse dans un pays où cette religion n'est plus une autorité. Et ça change tout. Et moi, je me bats pour ça. Pour que cette religion ne soit plus une autorité. Quand on va y faire appel, ça va faire pchit. Pchit. J'allais dire, évidemment, c'est une banalité que de le souligner, mais si vous étiez venu au monde dans une famille catholique, votre combat probablement serait tout autre aujourd'hui parce que vous n'auriez pas à vous débarrasser de ce que vous avez vécu. Est-ce que j'aurais été algérien ou... Ça aurait été possible. Ça aurait été possible. Si j'étais dans une famille catholique en Algérie, ça aurait été exactement le même combat, mot à mot. Ben, intéressant. Je dirais même que si j'étais français dans une famille catholique, j'aurais eu le même combat, mot à mot. Ouais. Même si vous n'aviez pas eu à subir les contre-coups de cette autorité religieuse qui s'exprime différemment dans l'islam et dans la religion catholique aujourd'hui. Oui, mais c'est ça l'empathie. C'est-à-dire même si j'avais pas subi ce genre d'autorité ou ce genre de contrainte, mais on peut quand même comprendre. Comme des êtres humains, on peut se mettre à la place des autres et essayer de voir ce qu'ils ressentent et de comprendre ce qu'ils ressentent. Et je pense que j'aurais été capable, en tant que Français ou autre, de me mettre à la place des Algériens et de comprendre ce qu'ils ressentent. Je pense que d'ailleurs, cette capacité d'empathie qui est un peu engourdie aujourd'hui, c'est ma crainte, est fondamentale si on croit encore à cette idée qu'on veut vivre ensemble. C'est-à-dire? Parce que je n'ai pas bien compris. Je disais que sans la capacité à être empathique, il est très difficile de bien vivre ensemble. OK, oui. Mais je pense aussi qu'elle est un peu anesthésiée. Cette capacité empathique chez nous aujourd'hui. Oui, elle peut être anesthésiée de plusieurs sortes. Effectivement, je suis à 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Effectivement, elle peut être anesthésiée de plusieurs sortes. Et je pense que la religion peut anesthésier ce genre de sentiment qui est 100% humain. C'est-à-dire, c'est le côté louable des êtres humains. Il en a beaucoup. L'empathie en fait partie. Et les idéologies peuvent pervertir ce genre de sentiment en le conditionnant. Parce que le sentiment lui-même, s'il est bon, s'il est pur, c'est parce qu'il est inconditionnel. C'est-à-dire l'empathie de manière inconditionnelle. On peut se mettre à la place de n'importe qui. La religion peut venir sur ce point-là. On va te dire, oui, l'empathie, c'est bien, mais il faut que ça soit conditionné envers les gens qui partagent la même religion que toi et qui la pratiquent de la même façon que toi. Les autres, tu dois pas avoir de l'empathie ni de sympathie envers eux. Or, c'est antinomique que d'être empathique à géométrie variable.
ça s'annule tout simplement. C'est un oxymore. Avez-vous déjà été en porte-à-faux avec votre famille, justement parce que vous étiez peut-être très tôt déjà dans votre tête et dans votre cœur athée? Oui. Est-ce que j'ai des problèmes, disons cela? Absolument pas. Moi, je viens d'une famille kabyle, algéroise. Je ne sais pas si c'est parce que c'est kabyle, si c'est parce que c'est algérois. Algérois, ça veut dire c'est la capitale, Alger, pardon. Je précise parce que parfois je parle et je me dis que tout le monde comprend, parfois non. Donc algérois, c'est algérien d'Alger, de la capitale. Vraiment tolérante, on ne m'a jamais posé de problème de quoi que ce soit. On en parle de la religion de manière simple, de manière directe. Je me permets d'interrompre l'interview quelques instants pour vous demander une fois encore, s'il vous plaît, de manifester votre amour ou votre intérêt pour ce que nous faisons en nous likant, en nous aimant, en vous abonnant à nos chaînes, que ce soit sur Apple, sur Spotify, YouTube. C'est important, ce n'est pas pour moi, c'est pour le référencement et faire en sorte que nous puissions continuer à vivre. Alors, quand on a commencé cette longue, peut-être, digression passionnante par ailleurs, je vous demandais ce qu'était votre combat. Celui d'être un athée militant et peut-être de participer par vos exercices à, vous me corrigerez si ce n'est pas le bon mot, déprogrammer des gens qui n'arrivent pas à concevoir leur existence en dehors de cette autorité immanente qui serait celle d'un Dieu tout-puissant. Je dirais pas que mon combat, ça serait de déprogrammer les gens. Ce n'est point mon militantisme, ni mon objectif. Voilà, je le précise. Mon militantisme, je l'ai toujours défini en 2 points. D'ailleurs, quand je débat, les gens qui vont suivre mes débats, d'ailleurs sur ma chaîne YouTube Jack Le Fou, vous allez trouver vraiment des heures et des heures de débat. Et on la mettra en référence de toute façon en présentant notre interview. Merci pour ceux beaucoup. Qui sont curieux. Ouais, merci. Donc, vous allez toujours... on va très rapidement comprendre si je porte la casquette ou le béret, pour le coup. Le béret de l'athée militant ou le béret de démocrate militant. Parce que c'est pas le même. Être un athée militant et être un militant démocrate, il y a quelques différences. Donc, effectivement, quand je milite pour la démocratie, c'est pour que les gens qui sont en face, et surtout, les gens qui m'écoutent, parce que c'est eux mon premier objectif, je m'en cache pas. C'est pas la personne avec qui je parle. Parfois, je sais que ça sert absolument à rien. Donc, c'est un faire-valoir pour vous, cette personne en face de vous, c'est-à-dire que ça permet à ceux qui vous écoutent... On est tous les deux des faire-valoir, pour les gens qui nous écoutent. On est tous les deux des faire-valoir. Vous, comme la personne que vous êtes en train de travailler au corps aussi. Oui, on est tous les deux vraiment des faire-valoir pour que les gens comprennent ce qui est en jeu et en l'esprit un certain contraste. C'est-à-dire, surtout quand je débat avec des tenants de cette religion. Parce que c'est pas pareil de débattre avec un celte musulman ou avec un imam qui fait autorité, qui utilise cette autorité et tout. Je fais en sorte que les gens aient vraiment le contraste. Voilà un démocrate, un athée, il est agnostique, voilà ce qu'il pense, voilà la société dans laquelle il veut vivre. Voilà son projet de société. Et voilà l'alternative. Voilà, exactement. Voilà le musulman sunnite qui défend la charia de l'islam et qui veut appliquer la charia. Voilà son projet de société et voilà comment les gens vont vivre si sa charia est appliquée. Et je laisse les gens... Et mon objectif, c'est vraiment de pousser le curseur du contraste... Le plus loin possible. Au paroxysme. C'est-à-dire au point où les gens en face, ça devient une évidence quel choix prendre. Et je vous donne juste une anecdote pour que vous compreniez à quel point je pousse le contraste. Une fois, j'ai fait un débat avec un imam syrien en Syrie. Il était du côté du drapeau noir, si vous voyez de quoi je parle. Et pour ceux qui ne verraient pas de quoi nous parlons quand on parle du drapeau noir? On est sur YouTube, je ne sais pas si je peux... Je pense qu'on peut prendre le risque de définir de quoi il s'agit. C'est pas criminel. Vous rêvez d'un espace de liberté d'expression. Ouais. Vous avez raison de poser la question. Sur YouTube, tout n'est pas égal. On en a fait les frais d'ailleurs sur cette chaîne. J'ai une chaîne YouTube, donc je sais de quoi je parle. Mais le drapeau noir... c'est Daesh. C'est Daesh, évidemment. Ouais, c'est Daesh, et les nommer, c'est pas Voldemort. Hein. Les nommer, oui, je sais. C'est de simplement pointer le réel, montrer du doigt le réel. Oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Non, moi, contrairement à vous, je pense qu'il y a quand même il y a vraiment une liberté d'expression sur YouTube. Je me sens à l'aise pour le moment sur YouTube. Je suis content de
de cette plateforme et Mais de ces contrairement à codes. moi, je ne fais que vous dire que nous en avons vécu les contre-coups. Donc, Moi aussi, mais j'essaye de comprendre et je me mets de vous adapter. de m'adapter. Je me mets à la place quand même de YouTube parce que c'est une entreprise privée et tout. Il y a des annonceurs, il y a de... On peut comprendre, voilà. Mais c'est intéressant parce que ici s'expriment nos visions probablement convergentes, mais à la marge différente de ce qu'est la liberté d'expression. Je vous entends dire quelque chose. Oui. Puis j'ai peut-être pas été suffisamment empathique à l'endroit de YouTube et j'ai peut-être pas suffisamment consacré de temps à réfléchir à ce qu'est leur modèle d'affaires et je me suis contenté, moi, d'être vexé parce qu'ils exerçaient sur nous un certain filtre. Oui, en fait, au départ, déjà, on peut commettre cette erreur. D'ailleurs, je l'ai souvent vu, que ce soit sur Twitter, Facebook, YouTube ou n'importe quel... c'est des entreprises privées. C'est-à-dire ce qu'ils vous offrent comme espace d'expression est un espace privé à eux. La liberté d'expression se définit par les limites que l'État va mettre dans l'espace public. C'est dans l'espace public que se définit la liberté d'expression. Elle ne se définit pas dans l'espace privé. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'espace public traditionnel, ce qu'on appelait le perron de l'Église au Québec, le parvis de l'Église, est de plus en plus un espace privé qui est celui de YouTube, de Facebook. C'est le nouvel espace public, mais vous avez raison de le souligner, il n'est pas pour autant public. Oui. Revenons à notre image et à son drapeau noir qui flottait. Justement, je pense que... Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette image, mais si ce n'est pas le cas, je vais m'employer à vous envoyer cet extrait. Volontiers. Voilà, dans un souci que les gens comprennent. C'est-à-dire qu'on faisait un débat et cet imam-là, on l'a ridiculisé, vraiment, dans tous les sens du terme. Que ce soit sur les textes islamiques, que ce soit sur sa vision du monde. Je crois qu'il ne pouvait même pas, au point où il ne pouvait même pas définir que la Terre, si elle est plate ou si elle est sphérique, parce que son Dieu ne lui a pas dit. Donc, il était dans une position très inconfortable. Mais c'était quand même une personne... On l'a ridiculisé... Non, lui, personnellement, on l'a ridiculisé. Oui, pas ses idées. Non, je comprends. Voilà, je précise. En raison de l'exercice auquel vous vous êtes livré avec... Non, en raison de ce qu'il représentait. Okay. C'était un terroriste qui avait déjà tué plusieurs personnes. Voilà, je précise. Et qui avait ouvert sa caméra et tout. Donc là, pour imposer son autorité, il nous a montré son AK-47. Il nous a dit, je vais vous trouver et je vais vous... Et voilà. Et donc, il nous a montré son AK-47. Moi aussi. J'ai ouvert ma caméra, je lui ai dit je vais te trouver et je lui ai montré mes guitares. أنت تسب نبيي. نحن أهل السنة نفدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأموالنا وأهلينا وكل ما نملك في هذه الدنيا. يأتي واحد أنت أبو بعران كيفك أنتيا يسب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لك أقسم بالله نشوفه قدامي نقتل لك وحرز روحك غادي نوري لك واحد الحاجة. حتى وإن تاب أبو أحمد حتى وإن تاب لا هبط يغلقون اللايف هبط حبط ربه لا والله ماني زاعق. حرز روحك والله ماني زاعق. حرز روحك. انا قلت معليش جاك راح يوري لي راح يخوفني. انا قلت باللي الرسول بيدوكيلي وهذا الشيء هذا المعيار تاع اليوم يقولوا باللي الرسول اللي قام به عمل بيدوكيلي. قلنا عائشه ما نوري له حاجه معنا باش نفهم. يا شوف الرسول اللي بيحس زوجته ابنه. شوف يا شيخ شوف الجيتار العلم الموسيقى الفن. Donc je lui ai montré ma guitare. Je lui Une ai arme dit, de destruction massive. Et pour moi, c'est ça. Les gens qui nous regardent, j'ai envie de leur offrir le contraste le plus simple. Le plus simple dans le sens où vous choisissez quoi? Vous choisissez ça? La charia, les AK-47 et les meurtres ou je ne sais quoi, ou vous choisissez ça? C'est-à-dire un athée qui est pour la démocratie, le respect des droits, humaniste, la musique. D'ailleurs, c'est pour ça que je joue de la musique quand on m'insulte. On m'a toujours demandé pourquoi vous faites ça. Parce que très souvent, dans mes débats, on arrive à un point qui s'appelle la dissonance cognitive. Donc la dissonance cognitive, c'est quand la réalité rentre en contradiction avec ce que tu crois. Et c'est un mal-être que tu ressens, profond que tu ressens. Donc on s'exprime comme ça. Parfois, on est violent et virulent. Et donc parfois, on m'insulte, je prends ma guitare et je joue. Voilà, le contraste, toujours. Ça désamorce tout. Enfin, peut-être pas tout, mais beaucoup. En fait, j'essaye de rendre les choses un petit peu plus
lyrique, un petit peu plus poétique parfois. Parce que c'est quand même, on parle de sujets très, très compliqués. Mais on parle aussi directement ici de votre méthode, celle du débat, de la conversation musclée, disons, où, par ce que vous incarnez, vous faites la démonstration de ce que pourrait être la voix. Vous ne dites pas « je vais l'emporter », je vais simplement moi incarner ce que sont mes valeurs. Exact. Et pousser à son paroxysme, comme vous le disiez, l'écart entre ma vision du monde et celle, si on était au Québec, on dirait charrier de la charia, où on abuse, on va jusqu'au bout de la charia. Toujours, oui, j'ai compris. Et je prenais une chance après 5 ans, on ne sait pas si l'intégration a été parfaitement réussie. Le québécois est une langue qui demande un certain temps. Mais c'est ça l'exercice pour vous. En fait, c'est exactement ça l'exercice la plupart du temps. Parce que c'est vrai que j'avoue qu'il y a des moments que moi j'aime bien, où je peux instaurer ce qu'on appelle un entretien épistémique, ou l'entretien maïotique, ou socratique, où la personne en face est prête justement à discuter clairement de ses croyances, où je peux explorer, je peux identifier les piliers qui soutiennent sa croyance, je les remets en cause, est-ce que tu es sûr de ça ? Il y a aussi des moments comme ça, parce que c'est des... Je rappelle, c'est des... peut-être, je ne sais pas combien de 20, 30 ou 40 ou 50 heures par semaine de débat. Donc, ça dépend. Mais effectivement, c'est au curseur. Ça dépend de la personne qui est en face. À la tête du client. À la tête de ce qu'elle veut défendre. Est-ce qu'elle veut défendre... Parce que parfois, j'ai des débats comme celui-là, c'est-à-dire avec des tenants de cette religion, qui font commerce de ça. Alors, il y a des gens qui se présentent à vous aujourd'hui avec la volonté claire de vous mettre KO. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des clients qui sont demandeurs, qui vous cherchent, qui veulent venir sur votre site faire la démonstration, qui sont capables... Tous les jours. Non, c'est comme ça que vous le percevez. Non, ils le disent. C'est même pas moi, je l'ai entendu, mais en fait, je me disais, est-ce que c'est comme une amicale du combat où on dit le ring est ouvert et puis je suis à votre disposition, venez les amis. Oui, ça peut avoir cette... disons que c'est comme un combat de boxe. Oui, ça peut. Il y a des gens qui perçoivent ça comme ça, et oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos que des gens font sur moi, justement pour me provoquer, pour me dire qu'ils vont me mettre KO, et ils essaient de me joindre, et parfois ils y arrivent, parfois on débat, et ça se passe pas vraiment comme ils veulent. Mais et je précise, c'est pas parce que moi je suis un excellent débatteur ou quoi que ce soit, même si je pense qu'au bout d'un moment, j'ai fini par développer quelques aptitudes à cet exercice. C'est juste parce que quand on défend l'islam sunnite, on est en train de défendre l'indéfendable en 2024. La démonstration est donc facilement faite, c'est ce que vous dites. Ça prend vraiment pas trop d'efforts pour démystifier et pour écraser cette idéologie. Il suffit juste de la connaître un petit peu, essayer d'être irréprochable, ne pas aller de parler d'un sujet que tu ne maîtrises pas, essayer de rester correct et de déceler les sophismes ou les paralogismes qui sont formulés. Et c'est fini. Il n'y a rien de plus simple que de critiquer une religion en 2024. Il n'y a rien de plus simple. Ça prend juste un peu de courage. Comment expliquer donc que le bluff soit maintenu en Iran? Vous me direz, je ne peux pas commenter l'Iran, c'est des chiites, mais comment expliquer donc qu'il y a des théocraties qui réussissent à imposer le bluff et qu'il ne soit pas plus facile de les démonter? En fait, si on va aller voir les chiffres, je crois que maintenant, on a dépassé la majorité. C'est-à-dire plus de 50% des Iraniens ne sont plus musulmans. Les chiffres sont là pour le démontrer. Ça veut dire si l'islam est encore appliqué, son autorité est encore appliquée, c'est pas parce que le peuple il croit ou c'est ce qu'il veut. Factuellement, c'est pas ce qu'il veut. En majorité, ils sont plus musulmans. C'est parce qu'on utilise d'autres moyens. La force. Oui, la force, la peur, l'intimidation, la violence extrême. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'islam s'impose. Tout le temps. C'est comme ça que l'islam s'impose tout le temps, en utilisant l'intimidation, la force et la violence, que ce soit de manière politique ou même auprès de ses adeptes eux-mêmes. C'est-à-dire quand tu commences à endoctriner des enfants depuis leur bas âge, en utilisant la violence, c'est-à-dire en leur parlant de l'enfer. Moi, en Algérie, en ce moment, je ne sais pas si je peux dire ça, mais dans des écoles primaires, on fait le rituel du lavage du mort. Mais
Tu fais pas ça à des À enfants. des enfants. Oui, tu leur parles des tourments de la tombe. Il y a des livres qui se vendent qui sont Adab al-Qabr lil-Atfal. Ça veut dire le châtiment, les tourments de la tombe pour les enfants. C'est littéralement c'est ça le titre du livre. C'est ça la en violence. 12 leçons faciles. Voilà, c'est ça la violence, c'est ça l'intimidation. Et ben, c'est pour ça que ça te donne des adultes après complètement endoctrinés. Qu'est-ce qui explique que cet endoctrinement n'ait pas eu de prise sur vous? La chance. Vraiment, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'intrinsèque à ma personne. Vraiment la chance. De la même façon que je reçois, je le dis, hein, je reçois des centaines de messages par jour. Vraiment. Des centaines? Des centaines, tous les jours. Tous les jours, je reçois des centaines et la plupart, je dirais 99% du temps, c'est des remerciements, c'est des encouragements. Il reste les 1% du temps où c'est des menaces ou c'est des insultes. Et malheureusement, ça existe et je les prends en compte. Mais il y a aussi beaucoup de messages que je reçois des gens qui apostasient. Ça veut dire qu'ils sortent de l'islam alors qu'ils étaient musulmans, sunnites, ils y croyaient, ils faisaient la prière, ils étaient pour l'application de la charia. Mais parce qu'ils suivent nos débats, ils sont sortis de l'islam. C'est-à-dire, est-ce qu'eux, ils sont plus intelligents? Non, c'est parce qu'ils ont eu la chance d'écouter nos débats. Au bon moment. Au bon moment, d'écouter la bonne parole au bon moment. Il y a un raisonnement, une réflexion qui est restée dans leur tête, qui les a fait réfléchir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on reste, nous, des heures et des heures, pour dire le maximum de choses, pour avoir le... Je m'en allais là directement. Donc, proportionnellement, Exact. plus vous serez présent, Oui. plus il y a de chances que le hasard se produise au bon moment Exactement. pour quelqu'un qui entendra ce qu'il faut pour l'amener, en tout cas, à être critique. Oui, en fait, le but, c'est ça, c'est que cette personne ne soit plus assujettie à l'autorité. C'est-à-dire qu'on va lui dire, c'est comme ça, ne réfléchis pas, fais-le, sinon tu vas aller en enfer. Et la personne se soumet. C'est juste ça. Et donc, pour ne plus être assujettie à cette autorité, si elle devient athée, c'est parfait, parce qu'elle ne peut plus être sous l'autorité religieuse. Si elle devient déiste, si elle devient non-religieuse, agnostique, ou elle a son propre islam, c'est-à-dire qu'elle n'est plus sujettée à cette autorité. Et moi, je pense, d'ailleurs, je l'ai lu dans le livre de... le biologiste anglais, comment il s'appelle? Richard Dawkins. Dawkins, qui s'intéressait beaucoup à Dieu. Oui, exactement. Moi, je pense que, par exemple, dans une société comme l'Algérie, je pense qu'à partir du moment où on atteint 40, peut-être 50% de la population qui n'est plus assujettie à cette autorité religieuse, je pense qu'il y a un point de basculement qui va se créer et que une nouvelle façon de voir la société qui va s'imposer, même à travers la loi. Donc, il y a une masse critique qui fait que le verrou saute. Oui, je le pense sincèrement. D'ailleurs, c'est mon but. C'est ça qui me motive en premier. Appelez ça une croyance, si vous voulez, mais c'est ma croyance. Je pense qu'à partir d'un certain pourcentage de la population qui n'est plus soumise à cette autorité de l'islam sunnite, un basculement va se créer où d'autres valeurs vont s'imposer, qui sont les valeurs humaines, qui sont les libertés, les droits et l'égalité. C'est ce à quoi vous travaillez. Oui, ce à quoi j'aspire. Ça pour l'Algérie. Mais pour le côté universel, j'ai vraiment envie d'apporter aux Occidentaux la méthodologie qu'il faut pour critiquer cet islam sunnite sur l'espace public. Mais ça et est-ce que je peux préciser ce point-là? Parce qu'il est vraiment important. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais et je pense que c'est là où les gens vont comprendre que je suis de gauche, absolument pas de droite. En fait, cet islam sunnite, il est dans la provocation. Et il est dans la provocation, c'est-à-dire qu'il va utiliser des outils démocratiques. Par exemple, on l'a vu en Angleterre, à Hambourg, où des centaines de gens, parfois des milliers, qui font des manifestations où ils appellent à appliquer la charia dans un pays d'Europe. Donc les gens qui sont en face, ils ont quoi comme choix? Parce que les gens qui manifestent et qui veulent appliquer la charia, ils sont dans leurs droits. La démocratie leur permet de faire ça. La démocratie, c'est tout à fait légitime d'appeler. Donc en face, qu'est-ce que tu peux faire? Les gens, vu qu'ils sont dans la réaction, et l'islam sunnite veut que tu sois dans la réaction. Et surtout, tu vas réagir de manière excessive. Ça veut dire que tu vas commencer à enlever des droits, parce que c'est très simple à faire. Tu vas enlever des droits avec
avec la majorité des gens qui vont être d'accord, tu vas enlever des droits pour qu'une manifestation pareille ne puisse plus se reproduire. Mais tu es en train de jouer dans les principes qui font que ce que nous sommes est ce que nous sommes. Exactement. Et si on négocie là-dessus, on perd la partie. Exactement. Ça veut dire, sans faire attention, on va enlever des droits, des droits. Et effectivement, il n'y aura plus droit, les gens n'auront plus le droit de manifester une opinion politique comme la charia, mais d'autres aussi, parce que c'est des droits. Évidemment. Donc on se retrouve dans un pays qui a restreint les libertés. Un pays qui a une démocratie, Albert Camus dirait, une démocratie malade. Et il le dit en plus clairement, il te dit, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Et c'est très important parce qu'il vient pour la remplacer, tout simplement. Et moi, j'aimerais dire aux gens que tout dans les outils démocratiques qui existent actuellement, on n'a pas besoin de plus pour combattre ça. C'est-à-dire, quand il y a une manifestation de gens qui veulent appliquer la charia, moi, je leur dis, venez. Venez. Vous voulez appliquer la charia? Il n'y a aucun souci, on va discuter. C'est quoi la charia? Dis-moi ce que tu veux appliquer et j'ai envie que tout le monde entende. Exact. J'ai envie que tout le monde entende. C'est quoi la charia? C'est le mariage des petites filles. C'est l'esclavagisme. C'est la polygamie. C'est la violence conjugale légalisée. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Et je peux sourcer, mais vraiment sourcer au détail. C'est-à-dire, je donne le verset, je donne son interprétation, je donne le hadith, je donne le consensus. 51-33, 51-34. Je donne tout. C'est ça que tu vas appliquer. Pédophilie. Oui, la pédocriminalité. Ça légalise la pédocriminalité. C'est le verset 65-4 qui légalise tout simplement le mariage des petites filles. Le prophète lui-même, d'après les textes de l'islam sunnite... Il a eu quoi, 50 quelques années quand il a eu avec Aïcha sa première relation? En fait, c'est le hadith... Enfin, il y a 21 hadiths authentiques. Je vais citer, parce que si les gens veulent aller vérifier. Hadith Bukhari 5134. Moi, j'avais 5133, 5134 et 94-22. 94-22. Sahih Muslim 1422. Sahih Bukhari 3894. Il y en a plein qui stipulent. C'est Aïcha elle-même qui raconte. Donc la femme du prophète. Encore une fois, d'après les textes de l'islam sunnite. C'est pas d'après moi, j'ai pas vécu avec eux. Donc c'est l'islam sunnite ce qu'il dit. Aïcha vous dit, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans. Et il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Et il est mort quand j'avais 18 ans. C'est-à-dire ils ont vécu 9 ans ensemble. Et le prophète, quand elle avait 9 ans, donc à la consommation du mariage, il avait 54 ans. Donc les preuves sont là. Et dans le consensus de l'islam sunnite, ce que le prophète a fait, donc ce mariage-là, est utilisé comme dalil, donc comme preuve, pour légiférer et autoriser le mariage des petites filles. Ça veut dire, d'après Allah, dans l'islam sunnite, n'importe quel musulman de 50 ans peut épouser une fillette de 6 ans. Mais vraiment, n'importe quel musulman. Je dirais même de 2 ans, de 1 an. Et c'est là que vous dites, s'il vous plaît, manifestez, faites-vous entendre et partagez la bonne parole. Nous serons peut-être plus à même de juger du projet social et politique. Moi, contrairement aux Occidentaux, mais je peux les comprendre, il n'y a pas de souci, parce que peut-être que je suis algérien. Moi, quand je vois des gens manifester comme ça, Sharia for UK, je suis très content. Je me dis, on va enfin avoir sur le débat, sur le terrain politique, cette discussion-là. Ça veut dire qu'ils appellent à un projet qui est la Sharia, allons-y. La démocratie me permet de vous challenger sur le terrain public et sur le terrain politique de ce que vous voulez. Vous voulez la charia? On va en discuter. C'est quoi la charia? Et j'ai envie que le maximum de gens écoutent. D'ailleurs, j'ai travaillé vraiment très dur pour que cette façon de faire se propage et je suis très content. Parce que ça fait que 6 mois que j'ai commencé à débattre en français. Contrairement à ce que les gens pensent. 10 ans maintenant, peut-être 8 mois. Oui, l'automne dernier. Oui, vraiment, en octobre. Avant, je ne faisais que des débats en arabe. C'est parce qu'on m'a poussé, quelques apostats, en l'occurrence en France, et ils m'ont dit « On aime beaucoup tes débats en arabe, est-ce que tu peux les faire en français ?» Parce qu'ils ont vu que je parlais français. Que j'ai commencé à faire en français, et que j'ai eu un petit peu de succès sur YouTube par rapport à la langue française. Mais je continue toujours à faire les débats en arabe, parce que ça bouge vraiment beaucoup dans le monde dit arabe. Il y a beaucoup, beaucoup de débats, et les choses sont vraiment en train de bouger pour expulser cette religion. Il y aurait donc... sous
Les radars? Sous les radars, en ce moment, des choses qu'on ne détecte pas ou des déplacements des tectoniques qui annoncent peut-être des bouleversements? Je dirais pas sous les radars. Je dirais pour une personne qui va pas s'y intéresser, ouais, c'est très facile de passer à côté. Mais pour une personne qui s'y intéresse vraiment juste un peu, qui parle arabe pour le coup, parce que ça va faciliter les choses, c'est très, très rapidement, on voit très rapidement ça. C'est pas quelque chose qui est sous les radars. Tout le monde parle. Ça bouge vraiment énormément. Rien que cette semaine, en Algérie, tout le monde, plein d'imams ne parlent que de ça, qui appellent à ne plus écouter les apostats, par exemple, sur TikTok. Ils font des prêches pour, s'il vous plaît, n'allez pas les écouter. Et on n'a jamais eu autant de personnes depuis que les imams. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et je trouve ça tellement... C'est le degré zéro du marketing. Je comprends. Je suis désolé, j'ai un fou rire. Mais c'est ridicule, effectivement. C'est comme si Coca-Cola disait « Ne buvez pas de Pepsi. Je vous interdis de boire du Pepsi. » Évidemment, soudainement, la marque existe. Ouais, je vais vous dire à quel point. Parce que moi, en arabe, même en français... Je vous ai jamais vu rigoler comme ça. En fait, j'ai un acolyte avec moi qui s'appelle Mihoub Bouchama, qui fait... qu'on fait ça fait 4 ans qu'on fait ça, vraiment, tous les deux. D'ailleurs, c'est entre lui et moi qu'on a développé cette méthodologie, cette approche-là, qui consiste une approche de rationnelle, logique, et surtout des textes, et surtout dans une approche bayésienne. C'est-à-dire, est-ce que cette parole-là penche plutôt vers une parole divine ou un verbatim divin, ou plus vers une parole humaine du 7e siècle des Bédouins. Donc cette approche-là, elle est imparable. Hein. Ça marche vraiment beaucoup. Donc à tel point, ça veut dire à tel point ce que font les imams, c'est ridicule. Lui-même, Mihoub, qui anime ces lives-là d'apostat, il fait des TikTok cette semaine en se déguisant en imam et en appelant les gens à ne plus aller dans les lives des apostats. Et vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de succès. Et ça a beaucoup de succès, oui. Avez-vous déjà pensé, vous m'excuserez cette question spéculative, mais que ce que vous alliez faire puisse contribuer, et je ne veux pas ici éreinter votre modestie, mais contribuer à faire bouger les lignes? C'est-à-dire, parce que... Est-ce que vous avez déjà, quand vous avez commencé à imaginer ce projet, ou que malgré vous, vous vous êtes mis à combattre dans les lives, que votre parole, je fais attention quand j'ai votre parole... Donc, vous parlez de l'influence? Oui, que vous puissiez, vous, contribuer à faire changer les choses. Est-ce que je l'imaginais? Oui. J'en rêvais, on va dire. Ah! Oui, absolument. Oui, j'en rêvais et comment dire ça? Et j'ai beaucoup d'imagination et je ne me limite pas dans mes rêves. C'est-à-dire, je continue encore de rêver des choses. Par exemple? De plein de choses. Beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Mais dans beaucoup, choisissons 2. Je sais pas. Je rêve d'un parcours politique partisan, pour le coup, parce que là, ce que je fais, c'est politique, effectivement, mais surtout dans le sens militantisme démocrate. Oui, c'est pas incarné dans une ligne partisane. Absolument pas. Mais je rêve aussi d'un parcours politique, pour le coup, pour défendre ces idées-là ouais. En Algérie ou au Québec? Idéalement, ça serait en Algérie, mais il faut pas non plus... Je vais pas me leurrer. Mais au Québec, oui. Oui, ça fait partie de mes rêves. Cette défense de la liberté d'expression. Parce qu'il y a quand même quelques paroles qui me font peur aussi. Par exemple? L'intégration de l'islamophobie dans les interdictions par rapport à la liberté d'expression, disons que ça enclenche toutes les lampes rouges chez moi. J'ai la même appréhension. Voilà. En fait, non, c'est pas une appréhension. Je sais plus, c'est quelle loi déjà? C'est 63. Je crois que c'est ça. Oui. À vérifier, mais c'est 63. C'est la version canadienne des hadiths. C'est la parole divine. Je serai sur ça probablement attaqué de toutes parts. Alors, rassurez-vous, nous pourrons partager les mauvais commentaires ensemble. J'ai envie de revenir sur cette aspiration peut-être incarnée dans un projet politique. Ça implique nécessairement, j'allais dire, de sortir de l'ombre. Vous n'êtes pas du tout dans l'ombre, mais ça implique une candeur, ça implique de vous exposer plus personnellement.
Or, j'ai l'impression que vous êtes très pudique. Vous pensez vraiment que c'est une condition sine qua non de s'exposer personnellement? La réponse courte, c'est oui. Et la réponse longue? On peut s'en parler. C'est si oui vous aussi. voulez. La réponse longue, c'est oui. C'est très difficile de faire l'économie. Alors, ça ne me va pas. Ça ne me convient pas. Parce que la raison seule, aujourd'hui, dans l'espace politique, je ne dirais pas j'ai compris. Elle n'est pas disqualifiée, mais je sais que vous avez compris. En fait, même ce que je fais là, c'est pas la raison seule. C'est-à-dire, ce que je fais en ce moment, entre nous? Non, mais ce que je fais sur les lives et tout. Non, vraiment que ce n'est pas que la raison seule. Ça, disons, pour être plus simple, il n'y a pas que le logos. Voilà. Il y a le logos, il y a le pathos, il y a l'éthos. Il y a les trois. J'en joue, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a dans cet équilibre entre l'éthos, le pathos et le logos, pour parler grec, une forme, des fois, de manipulation de la mécanique pour amener votre adversaire à se découvrir et à le bien exposer? En fait, je ne sais pas si vous... parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais j'ai une formation et même une carrière dans le marketing. Donc la communication, pour être plus précis, c'est mon travail. C'est la communication. Donc c'est la forme, c'est quel type de message peut toucher le maximum de gens, quel canal de communication utiliser, c'est mon travail. Donc je l'ai intégré et c'est ça qui fait le pathos et l'éthos. Et est-ce que c'est une forme de manipulation? En fait, à quel moment on va mettre le curseur? Je pense que chaque personne a son propre curseur qui va être... À partir de là, c'est de la manipulation. À partir de là, ce n'est plus de la manipulation. Donc moi aussi, j'ai mon propre curseur. Et pour moi, c'est ne pas utiliser de sophisme ou de paralogisme, ne pas intimider, ne pas insulter, ne pas manquer de respect à la personne elle-même, ne pas mentir. Voilà. Si je respecte ça, je pense que je suis libre de mes paroles et de mes faits et gestes, ou du cadre ou de la présentation elle-même. On vous a posé dans un entretien, c'était la dernière question, vous n'en avez pas fait des tonnes d'entretiens, cette question, donc, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Vous n'avez pas tellement réfléchi longtemps avant d'y répondre, mais je reviens sur vos 5 conditions. Ne pas mentir. On s'entraîne à ne pas mentir. Vu que... Oui, je pense que oui. On s'entraîne à ne pas mentir. J'allais dire autre chose, mais je pense que oui. En fait, dans la même optique, comme on a parlé juste avant, d'ailleurs, l'interview où j'ai parlé de Kahneman et de système 1 du système 2. Daniel Kahneman, donc prix Nobel en économique, qui a écrit un livre formidable. Ouais. Et qui les 10 000 heures pour devenir un expert dans un domaine qui doivent respecter les 4 critères principaux. Oui, on s'entraîne. Et parce que ça fait justement partie du point du feedback. C'est-à-dire, parce que dire quelque chose qui n'est pas vrai, qu'on peut attribuer après au mensonge, mais qu'on peut aussi attribuer à l'ignorance ou à l'incompétence. Parce que dire quelque chose qui n'est pas vrai, alors que tu ne connais pas la vérité, c'est juste parce que tu es ignorant et incompétent. Mais dire quelque chose qui n'est pas vrai, sciemment, parce que tu connaissais la vérité, ça, c'est du mensonge. Et ça, le feedback va te le rendre au quintuplé, surtout si tu te frottes comme ça à une idéologie aussi forte que l'islam sunnite. Oui, tu t'entraînes quand tu vas faire des affirmations ou donner des informations, tu es toujours prêt. Et moi, je le suis toujours. Je suis toujours prêt à ce qu'on me dise « Prouve ce que tu dis. Donne-moi une source qui prouve ce que tu dis. » Et j'ai toujours la source. Ça veut dire, si je ne dispose pas de la source derrière pour étayer mes affirmations, je ne vais pas faire l'affirmation. Même si ça m'aurait aidé dans mon débat, cette affirmation, et je suis sûr que quelque part, elle est vraie. Si je ne suis pas sûr à 100% et que je suis prêt à donner la source, je ne le fais pas. Oui, ça s'entraîne. C'est contre nature parfois, mais ça va devenir naturel. Parce que vous avez ouvert la porte de l'homme de marketing que vous êtes ou que vous avez été. Ça a été votre métier en Algérie? Oui. Vous avez gagné votre vie, donc, à vendre quelque chose. Oui, à vendre surtout de la publicité, dans le domaine publicitaire, oui. C'est un métier que vous regrettez aujourd'hui? Absolument pas. En fait, quand je suis arrivé au Québec, je voulais reprendre... ça aurait été bête de passer à côté de ces diplômes et de cette expérience. Et donc, je me suis inscrit dans une école de marketing et de management.
D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Mais j'ai tout de suite compris que c'est bon, j'ai vraiment plus ce que je voulais faire. C'est donc dire que vous avez aussi laissé une vie où vous étiez à l'aise en Algérie. Oui, j'étais plus ou moins à l'aise, oui. Oui. Ben, plus ou moins, ça, c'est pas très, très précis. On n'est pas plus ou moins parce que si on prend le côté matériel, oui. Bien. Mais c'est à ça que je référais. Donc, vous aviez une belle vie, ce qu'on appelle une belle vie. Très confortable, oui. Qui n'est pas équivalente à celle que le citoyen ressentait. Voilà, c'est vivait. Ça. Ouais. Il y a eu un prix à vous adapter à votre nouvelle vie canadienne parce que le déracinement, l'arrachement à sa zone de confort, je vis la même chose en étant, moi, aujourd'hui, en France, en train de vivre en France. Vous me direz que du Québec à la France... À moindre mesure. Oui, mais c'est un arrachement quand même. C'est-à-dire qu'on s'arrache à sa zone de confort, à ses amis, à tous. Donc, et aussi, peut-être à votre niveau de vie, puisque vous étiez à l'aise. Ça a été une adaptation? En fait, la première adaptation, peut-être que ça va être évident, mais c'est le climat. Parce que on laisse quand même le climat méditerranéen. J'habitais pas vraiment très loin de la mer. Donc, cette douceur. Cette douceur, voilà, ce climat doux et où il fait bon vivre et tout. L'hiver au Québec, c'est quand même spécial. Je sais pas, peut-être vous trouvez ça normal? Non, du tout. Je pense qu'on se convainc que c'est normal parce qu'on est venu au monde ici. Mais j'ai fait le choix de vivre en exil sous le soleil de l'Arizona pendant 15 ans parce que c'était beaucoup plus doux. Oui. Donc, vraiment, la première adaptation, c'était le climat. Mais pour le reste, non. Vraiment, ça s'est fait vraiment naturellement. Et je pense que le fait est que le citoyen que j'étais pouvait respirer a beaucoup aidé. Ça veut dire, j'ai fini par comprendre que pour moi, je ne sais pas pour les autres, chacun se définit comme il veut, mais pour moi, premier besoin, c'est de manger et de boire. Je pense que c'est vraiment le premier besoin. Le deuxième besoin, c'est de parler. C'est de dire, c'est d'avoir la possibilité de dire ce que tu veux. Et le troisième besoin, c'est d'avoir un toit sur la tête. Ça, c'est mes priorités. C'est votre hiérarchie. C'est la mienne. Bouffer, parler ou s'exprimer et ensuite se loger. Exact. Mais c'est la mienne. Alors, êtes-vous surpris de ce que cette liberté d'expression que nous tenons pour acquis ait si peu d'importance dans notre hiérarchie de préoccupation? Parce que je crois qu'il y a des enjeux qui nous guettent et qu'on est totalement ignorant ceux-ci. Oui, en fait, on s'y habitue. Je crois que l'un des premiers trucs, c'est qu'on s'y habitue. Et le deuxième truc, c'est qu'on ne la défend pas. Et je vais préciser, parce que défendre la liberté d'expression ne revient pas à dire « je défends la liberté d'expression » parce que la liberté d'expression, ceci, parce que... Non. Défendre une liberté, c'est l'exercer. Comme un muscle. Exactement comme un muscle. D'ailleurs, j'utilise très souvent cette analogie. Je dis que la démocratie est un corps humain, où les droits, c'est les muscles. Je pense que la liberté est un muscle qu'on entretient. Non, tous les droits. Laisse aller. Tous les droits, qu'ils soient individuels ou collectifs, c'est vraiment les muscles. S'il y a un muscle, par exemple la liberté d'expression, n'est pas utilisé, n'est pas exercé, il va finir par s'atrophier. Et le corps va devenir malade. Et quand le corps démocratie est malade, c'est la démocratie qui est malade. Et on revient à la phrase d'Albert Camus, c'est le fascisme qui vient à son chevet. Et pas pour prendre de ses nouvelles. Et c'est très simple peut-être par choix de facilité, parfois par lâcheté, je ne peux pas le nier, vraiment par un comportement lâche, parfois par complicité, parfois par peur. Et on va céder à des exigences qui, normalement, on ne devrait pas céder. Par exemple, intégrer dans la loi que l'islamophobie est dorénavant punie par la loi. Mais on va punir quoi? Quels propos? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Quand une loi dit l'islamophobie est dorénavant punie par la loi ou interdite, quels propos on punit? Mais est-ce qu'il n'y a pas justement, puis on pourrait faire l'inventaire de ces autres mots qui déclenchent des réactions, quelque chose... je vais essayer d'en faire l'inventaire, mais retenons islamophobie ici, qui est, on pourrait parler d'homophobie, par exemple. Et je ne suis pas favorable à ce qu'on fasse quoi que ce soit qui soit homophobe. Ceci étant dit, si on veut lutter pour la liberté d'expression, il faut accepter aussi de vivre avec des choses qui soient dissonantes, qui nous dérangent et qui puissent même nous lever le cœur,
Mais le principe est plus fort que le crime que je mets ici entre guillemets. Donc, est-ce que à partir du moment où on encadre ça, il n'y a pas quelque chose d'extraordinairement paternaliste à l'endroit des populations? Absolument, c'est le mot exact. On ne fait pas confiance aux citoyens. Au jugement. Oui, on ne fait pas confiance aux citoyens parce qu'ils sont comme des enfants. Et ce que vous avez dit est vraiment très intéressant et très important parce que moi, j'irai beaucoup plus loin. Et il y a quelques années, j'ai entendu en France une parole qui disait « Le racisme n'est pas une opinion, mais un délit ». Moi, je trouve c'est une horreur. Cette phrase est horrible pour moi. Bien sûr que le racisme est une opinion, ce n'est pas un délit. Bien sûr que le racisme est une opinion. C'est une opinion débile, c'est une opinion qui n'a pas de sens, c'est une opinion que ceux qui la tiennent, ils sont complètement ignorants, mais ce n'est pas un délit. On ne va pas commencer à dire aux gens ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas dire. Ça veut dire être paternaliste avec eux. Parce que le problème avec ça, c'est que ce que les gens n'ont pas compris, surtout, je pense qu'il y a un livre comme celui de la Boétie. De la servitude volontaire. Exactement. Ou moi, ce que j'ai compris. Chacun comprend ce qu'il veut. Comme toutes les œuvres d'art, chacun a sa propre compréhension. Moi, j'ai compris que la responsabilité ne peut venir que de l'exercice de liberté. Ça veut dire que de l'exercice d'un droit. Il ne peut pas... on ne peut pas voir émerger une responsabilité chez un citoyen s'il n'a pas les droits et les libertés qui vont avec. Parce qu'il a le droit de faire quelque chose, parce qu'il a le droit de dire ce qu'il veut, donc il est responsable de ses propos et de ses faits et gestes, ce qui le rend responsable. Donc un adulte, alors qu'un enfant, il n'est pas responsable. Donc on va lui interdire beaucoup de choses, parce qu'il ne sait pas. Et donc, on ne peut pas voir émerger un enfant de, je sais pas moi, de 5 ans qui est un responsable citoyen. On ne lui a pas laissé le temps d'exercer ses droits pour apprendre ce que c'est que la responsabilité. Donc, on va le paternaliser. Donc, on va lui interdire de dire ça, pour des considérations de type les sentiments des gens ou je ne sais quoi. Et à chaque fois qu'on accepte de faire un compromis sur un combat qu'on estime juste, par exemple l'islamophobie, c'est sacré, il faut faire attention, on engage le prochain combat et on réduit la surface de liberté d'expression. En fait, pour que les gens comprennent, moi, je ne remets pas en cause la bonne volonté des gens. C'est-à-dire, je ne vais pas leur dire qu'ils ont une mauvaise intention. Non, ils ont une bonne intention. Ça part d'une bonne intention. Ne pas que les gens ne souffrent pas ou je ne sais quoi et tout. Ça part d'une bonne intention. Mais le problème avec les bonnes intentions, je crois que c'est une parole, je ne sais pas si ça vient du domaine chrétien ou si c'est... L'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, c'est exactement ça. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Les gens font du mal, non pas parce qu'ils veulent faire le mal. Les gens font du mal parce qu'ils veulent faire du bien. Généralement, un être humain veut faire le bien. Il ne veut pas faire le mal directement, sauf s'il est sociopathe. Mais généralement, il veut faire le bien. C'est pour ça qu'il finit par faire les répercussions du bien. Le mal absolu. Le mal absolu. C'est-à-dire on essaye de prendre en considération les sentiments des gens ou leur sensibilité, parce qu'il veut faire le bien. Mais en faisant cela, ça crée une société, je dirais pas liberticide, mais quelque part un peu fasciste. Est-ce qu'on devrait se méfier de nous-mêmes, donc, davantage? Je crois qu'on devrait toujours se méfier de nous-mêmes et de ne pas penser qu'on a tout le temps raison. Ouais. Je pense que vraiment, c'est quelque chose... Moi, en tout cas, moi, j'ai compris que, surtout avec les gens avec qui je parle, j'ai tout le temps cette impression que dès qu'une personne a une opinion sur un sujet, elle pense que son opinion, elle est bien étayée et que si elle a cette opinion, c'est parce qu'elle a pris le temps et que c'est la bonne opinion à avoir. Et donc, les autres ont tort. Et le problème des religions, c'est que l'opinion est religieuse. Donc, non seulement les autres ont tort de ne pas avoir cette opinion religieuse, mais en plus de ça, la religion elle-même définit les autres qui ont tort comme des ennemis. Donc, ça va encore plus loin. Et c'est tellement plus simple d'avoir des ennemis et de pouvoir faire la part entre le bien et le mal. Oui, parce que si on a des ennemis qui sont le mal, ça veut dire qu'on fait partie du bon côté. On est les gentils. Et on n'est jamais vraiment les gentils, on n'est jamais vraiment les méchants. Le monde n'est pas aussi simple que ça. Non, il n'est pas manichéen.
Est-ce que nous avons oublié quelque chose que vous voulez ajouter à notre conversation? En fait, oui, j'aimerais quand même préciser que je suis très content de comment ça se passe depuis quelques mois, qu'il y ait beaucoup de gens, surtout des Français, vraiment des Français d'origine française, je ne sais pas si on peut dire de souche ou quoi. On dit ça au Québec, de souche. En fait, j'aime pas ce mot parce que en arabe, de souche, ça se dit salafi. Ah. Donc, une personne de souche, en arabe, c'est salafiste. Ça nous ramène au salafisme et au salafiste. Donc, on commence quand même à voir des choses. Donc, disons, il y a vraiment beaucoup de Français qui... Je reçois des messages, en plus, je vois ce qu'ils font, et ils commencent à adopter notre approche, une autre méthodologie pour l'islam sunnite et pour la critique, et sans faire exprès, ça veut dire même d'autres domaines qui touchent à l'ignorance, qui touchent à des pseudosciences, des pseudomédecines et tout. Et je suis vraiment très, très, très content que des gens s'accaparent cette méthodologie que j'ai mis des années et des années avec plein de personnes à développer, que les gens se l'accaparent, parce qu'on n'a pas besoin d'être algérien vraiment pour que les gens comprennent. On n'a pas besoin d'être algérien pour critiquer l'islam sunnite ou quoi que ce soit. On tous les arguments d'autorité, du reste. Tous les arguments d'autorité. Mais moi, vraiment, je suis... Je dirais pas obsession, mais je me focalise vraiment sur le... Mais on peut appliquer la méthode à autre chose, c'est ce que je veux dire. Absolument, absolument. Parce que ça fait appel à l'esprit critique, à la rationalité, à la logique. C'est aussi simple que ça. Votre vie est bonne, vous? Oui, si je devais qualifier ma vie, je dirais excellente. Excellente? Oui. Le bonheur est au rendez-vous? Le bonheur est au rendez-vous, oui. Ça a toujours été vrai ou c'est quelque chose de plutôt nouveau? Disons que le sentiment, il a toujours été présent. Ouais. Mais est-ce qu'il est multiplié par l'impression d'être utile? Oui, il est décuplé, oui. Plus que multiplié, oui. Effectivement, ce sentiment-là, oui. Je dirais le sentiment de s'en sentir utile, je dirais même la reconnaissance quelque part, oui. Oui, je peux imaginer que vous êtes, j'aime bien ce mot anglais, grateful, plein de, non pas de grâce, mais plein de gratitude, voilà. Parce que j'ai toujours pensé que j'avais des choses à dire et que les gens devraient m'écouter. Je pense que tout le monde pense ça. Je ne suis pas le premier à dire ça. Non, mais c'est assez audacieux, parce que quelqu'un qui nous écoute ou qui arrive à ce moment-ci de la conversation pourrait dire, mais il est prétentieux un peu, lui. Oui, ça peut. C'est pas ce que je vous dis. Non, mais ça peut se prêter à de la prétention. Mais je suis très content que je n'étais pas en train de penser ça juste de mon côté. Seul, voilà, et que la réalité va... comme dans une dissonance cognitive, donc la réalité va me rentrer dedans et me démontrer que non, tu n'as absolument rien d'intéressant à dire. Vous avez déjà précisé que le fou dans Jack le Fou, c'était le fou du roi. C'était le fou du roi, ouais. Avez-vous déjà pensé d'être un peu fou? Pas du roi, mais entre vos deux oreilles, qu'il y avait quelque chose, justement en raison de ces ambitions que vous aviez, de ce que vous aviez quelque chose à dire qui méritait d'être entendu? C'est-à-dire, dans la démesure ou... Oui. Est-ce que vous êtes déjà demandé, est-ce que j'ai un petit grain dans la tête? Je ne m'attendais pas à ce genre de questions. Je pense que non. Non, je pense sincèrement que je suis quelqu'un d'équilibré, ouais. Mentalement et d'esprit. Ouais, je pense que je suis quelqu'un d'équilibré. Je ne pense pas que j'ai un grain de quoi que ce soit. Non, mais c'était un grain sympathique, en fait, quand on se dit, tiens, peut-être que... Parce que les idées changent le monde et la parole, celle du prophète, elle est scrupuleusement inscrite et c'est une parole qui a changé le monde. Alors peut-être pas pour le meilleur de votre point de vue, mais les mots et le bon usage des mots peuvent avoir un impact, oui, je dirais grave même. Très important. Important et possiblement grave sur ceux qui nous écoutent. C'est une responsabilité. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Vous pouvez dire toi. Ouais. On pourrait finir en se tutoyant, d'ailleurs. J'ai hésité. Alors, je vais vous tutoyer pour finir. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Tiens, si on peut faire des choses comme ça. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Vraiment, j'ai pu dire des choses dont j'ai pas eu la possibilité de dire ailleurs.
Donc vraiment, je te remercie pour ça. C'est très sympathique. On parlait de hasard. Pour moi, il y a une magie du monde. J'ai vu une vidéo en octobre. J'étais convaincu que tu étais en France. Je me suis Quelle dit, vidéo? J'essaie de me rappeler. C'était un échange avec une personne. C'était un réfractaire, justement. Est-ce qu'il y avait de la musique dans la vidéo? Non, du tout. Et il agonisait dans les câbles. Mais il ne s'en rendait pas trop compte non plus. Et j'ai dit, c'est formidable, j'ai jamais vu ça. Puis, en fait, j'avais aussi un peu d'empathie pour lui, pour dire les choses. Moi aussi. Je me disais, c'est pas violent, mais c'est quelque chose, comme on dit au Québec. Et je me suis promis qu'on se parlerait. En octobre, OK. Et 8 mois plus tard, on est ensemble et on a eu une conversation qui, moi, m'a ravi. C'est réciproque. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation et merci pour le temps que vous m'avez consacré. Nous partagerons sur notre page les coordonnées de la page Facebook, pas Facebook, mais plutôt YouTube de Jack le Fou. Merci d'avoir été avec nous. Je suis encore un peu sous le coup de cette conversation. Marianne Grenon est à la recherche. C'est Jeanne Croteau qui est aux tables tournantes en train de faire la réalisation. Stéphane Bureau au microphone. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner, quelle que soit votre plateforme de prédilection. C'est pour nous très utile. À très bientôt.